Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce webinaire Management de crise, comment apprivoiser l'inconnu et accompagner les changements. Nous allons démarrer dans une petite minute. Nous allons attendre que les derniers participants qui sont en train de se connecter nous retrouvent. Donc, merci de vous joindre à ce webinaire Management de crise, comment apprivoiser l'inconnu et accompagner les changements. Et ce webinaire fait partie d'un ensemble de webinaires consacrés au post-confinement, initié par la maison Rive de Seine et la mairie de Levallois-Perret, ainsi que d'autres mairies qui accompagnent ce projet. Ce qui est intéressant, c'est que ces webinaires permettent aujourd'hui de soutenir finalement le rebond, la mobilisation autour du rebond. Et nous allons voir aujourd'hui particulièrement le sujet du management en contexte de crise et nous allons en même temps expérimenter certains outils, certains questionnements. Donc, je vais commencer par ma présentation. Je suis Nelly Dubout. Je co-dirige Birds Conseil, qui est un cabinet expert des sujets de management, de leadership et de dynamique d'équipe. On accompagne particulièrement des dirigeants, des managers, et on a continué pendant le confinement et encore à accompagner avec du distanciel, donc avec des outils à distance. Ce type de webinaire en fait partie. Donc, je vous propose d'utiliser le chat si au cours de la présentation, vous avez des points clés à mettre en avant ou des éléments qui pourraient être un apport pour le collectif de participants. Et nous allons aborder trois grands piliers du sujet. Le premier pilier va être accueillir la crise et l'inconnu, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Le deuxième pilier sera traverser la crise en activant la résilience, sa résilience. Finalement, comment on active sa résilience? On a tous une capacité de résilience. Et puis, miser sur la force de l'intérieur et la posture managériale de demain. Quelles vont être les tendances pour demain en termes de management? Troisième pilier, s'appuyer sur la puissance du collectif, fédérer, accompagner le changement, et cela en mixant présentiel et distanciel, étant donné qu'aujourd'hui, dans ce déconfinement, on a un fonctionnement qui va être de plus en plus distanciel, même si le présentiel aura sa part, étant donné que nous avons maintenant la possibilité d'y revenir progressivement. Alors, je vous propose de prendre un papier, un crayon à côté de vous, étant donné que pendant ce parcours, je dirais, d'une heure, vous allez vivre peut-être des questionnements où il y a des éléments qui vont faire écho, et donc je vous propose de les noter. Et on conclura d'ailleurs avec un peu un autodiagnostic de la posture managériale en contexte de crise. On va faire un petit tour finalement de table, comme ça pourrait se faire dans une salle, dans un espace. Et donc, je vais vous demander à chacun de noter dans le chat comment gérez-vous cette crise pour vous et votre équipe. Comment gérez-vous cette crise pour vous, votre équipe, votre entreprise? Donc, vous allez pouvoir donner quelques feedbacks. Et donc, je vais lancer cette enquête que vous voyez s'afficher. Et donc, je vous propose d'y répondre et puis mettre dans le chat un peu de verbatim pour alimenter comment vous gérez cette crise.
Je vous laisse quelques secondes, le temps d'y répondre. Donc ça, c'est vraiment une question de prise de hauteur, de prise de recul. Si je prends un peu de distance sur ce que je suis en train de vivre, comment je le vis, comment je le gère pour moi, mon équipe, mon entreprise. N'hésitez pas à mettre, voilà, donc une des participantes qui dit pour mon équipe via des points formels pour garder le lien, pour moi en me préservant des moments de détente et avec mes enfants. Merci Agnès pour cet apport. Je vous laisse encore une petite seconde et on va donc 34% ont répondu à cette question avec des apports et semble-t-il que il y a des réponses positives. La gestion se passe plutôt bien et en même temps c'est complexe, c'est fatigant, c'est pesant et il y a beaucoup de questionnements émergents qui arrivent. On retourne à la présentation et ma première question pour vous sera qu'est-ce qu'une crise? Alors c'est intéressant déjà, on parle depuis maintenant 2 mois et demi de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociétale, mais finalement qu'est-ce qu'une crise? Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à utiliser le chat, vous partagez vos réponses. Moi, la réponse que je peux vous apporter, c'est la réponse qu'on peut trouver dans Wikipédia ou dans d'autres documents. C'est une période où les difficultés économiques, politiques, sanitaires et idéologiques sont ressenties comme paroxystique, où l'on est amené à résoudre de nombreuses contradictions. Donc vraiment, là, c'est une période où des symptômes vont être à leur maximum de densité. Et Michel Serres, lui, partage une crise est un passage entre l'ordre et le désordre. Et on le ressent bien, hein, on était dans l'ordre, tout était bien rangé, tout était fluide. Et derrière, on a vu très rapidement du désordre, de la déstabilisation. On ne sait pas 24 heures, 48 heures de quoi le monde est fait. Et donc ça, c'est vraiment la particularité aussi de cette crise. Pascal nous dit l'arrivée brutale d'un changement qui demande une adaptation rapide. Oui, le changement là a été très brutal. Hein. En 48 heures, 72 heures, il a fallu s'adapter à ça. Les caractéristiques, il y a 3 caractéristiques à retenir dans le contexte de crise. C'est l'urgence, la déstabilisation et les enjeux vitaux. Donc on est dans l'urgence, ça tombe, c'est un choc. On est déstabilisé, on a perdu ses repères, ses boussoles, et il y a des enjeux vitaux, c'est-à-dire que la vie est à risque. Ça peut être la vie d'une personne comme la vie d'une organisation aussi. Vous avez peut-être déjà entendu ça en Chine. Le mot crise s'écrit avec 2 symboles. Un symbole qui est le symbole de l'urgence et un symbole qui est le symbole de l'opportunité. Et donc on dit souvent qu'une crise, c'est un moment complexe, mais qui va faire émerger heureusement des opportunités. Alors si on regarde ces caractéristiques un petit peu de plus près, quels sont les impacts? Vous êtes certainement manager, dirigeant, vous êtes responsable de vos business, responsable d'équipe. Quels sont les impacts pour vous, pour nous? Sur l'enjeu, sur la caractéristique de l'urgence,
il va y avoir un impact de paralysie. C'est-à-dire que vous l'avez d'ailleurs peut-être vécu, le cerveau se paralyse, le corps se paralyse et on a du mal à se mettre en action, on a du mal à se mettre en création, en innovation. Et le cerveau, forcément, est un peu assommé par ce contexte. La déstabilisation. Alors la déstabilisation, c'est assez intéressant parce qu'on passe forcément de quelque chose d'ordonné à quelque chose de désordonné, où la notion d'inconnu est présente. Et donc on va naturellement être un peu dans le déni. Je dis un peu parce que là, voilà, on a commencé à avancer dans cette crise. Donc le déni, c'est vraiment une des premières phases. Si vous avez déjà entendu parler des étapes du deuil, c'est la première étape. Déni, colère, marchandage, tristesse, acceptation. Les 5 étapes du deuil vont s'enchaîner. Et dans un contexte de crise, il va falloir faire son deuil de la période précédente. Ensuite, on est pendant, on est dedans. Et il va falloir créer un après. Et donc, tout ce passage, c'est en fait un passage de deuil, c'est une passerelle de deuil. On a ensuite les enjeux vitaux. Alors, les enjeux vitaux, là, c'est de la régression ou du dépassement. C'est que pour ma survie, pour la survie de mon organisation, soit je me mets en régression, je vais me recroqueviller, je vais me renfermer, m'isoler et régresser dans ma capacité, dans mes talents, dans mes ressources, ou alors je vais au contraire me dépasser, c'est-à-dire que ça va m'amener encore plus loin parce que ça active des ressources qui n'auraient pas été activées dans ces cas-là. On parle de management de crise là dans ce webinaire. On vient de voir qu'est-ce que c'est qu'une crise. Maintenant, finalement, comment on peut manager cette crise? Management de crise, c'est à bien mettre en contradiction avec action improvisée et panne. C'est-à-dire qu'un management de crise va être forcément quelque chose de réfléchi, de développé intellectuellement et dans l'action. Et la panne, clairement, ce n'est pas quelque chose qu'on va réparer, ce n'est pas quelque chose de mécanique qu'on va réparer pour revenir à l'état précédent. Non. Donc ça va demander 3 actions principales: pouvoir maîtriser l'impact de la crise, réfléchir à l'action à entreprendre et la mener. À ce stade-là, ce que je vous propose, c'est de participer dans le chat en me disant finalement, vous, dans votre rôle, dans votre fonction, quel est votre enjeu en termes de management de cette crise? Quel est l'enjeu? Quel est le challenge auquel vous faites face? Je vous laisse une petite minute pour partager dans le chat ce retour. Quel est l'enjeu? Quel est le challenge en termes de management de cette crise auquel vous faites face? Alors, Édouard, garder du lien social. Agnès, garder la motivation de mon équipe à distance. Oui, en effet, c'est une des complexités. Garder la confiance qui conduit à la motivation. Véronique. Marie, éviter l'éclatement des équipes et la fin de l'espace d'équipe. Patrick, faire le deuil de l'avant-crise. Ouais, c'est un point. Hein. C'est vrai que on a envie par moment, voilà, d'y retourner, de ressavourer ce qui était bon. Stéphanie, transformation de l'activité, retrouver du business, la survie de la société, transformer l'activité, réduire les impacts négatifs, garder une cohérence de l'équipe, garder confiance de tous et garder le cap, préserver et conserver mes clients,
repenser, enrichir mon offre, maintenir le lien et aider chacun dans la maîtrise de ses émotions. Cohésion d'équipe, sauvegarder le business. Alors vous voyez, globalement, les enjeux que vous posez là sont des enjeux qui sont relativement similaires et qui vont se regrouper. On est tous dans une priorité qui va être finalement de gérer le business, gérer la survie d'une entreprise, la survie de son travail, et puis bien entendu s'assurer que le système équipe va continuer à fonctionner. À toute crise, une ère nouvelle. Donc, comme je vous le disais, clairement, une crise va faire émerger une ère nouvelle. Les crises, celle-ci est vraiment particulière parce que c'est quelque chose de mondial, c'est quelque chose de sanitaire, un virus, ça ne s'est jamais vu. Et donc, on fait face à un inconnu total, total. Et d'ailleurs, on a vu que les scientifiques n'avaient par moments pas tous la même voix. Donc, il y a un inconnu total. Il y a eu des crises alimentaires, des catastrophes naturelles, des attentats, des crises sociales, des crises politiques, des scandales financiers. Il y a eu la grippe aviaire, le tsunami en Asie. Bon, on a fait face à beaucoup de choses en fait. Mais celle-ci, c'est vraiment quelque chose qui n'est de l'ordre du jamais vu. Il faut savoir qu'un dirigeant, qu'un manager aura au moins une crise à gérer dans son entreprise ou dans son équipe. Ça fait partie du métier d'un dirigeant, ça fait partie du métier d'un manager. Et donc, c'est intéressant de voir finalement comment on peut accueillir déjà. Si on doit prendre une bonne pratique, une première, c'est comment accueillir la crise. Clairement, quand on accueille la crise avec une équipe, c'est un espace d'échange. C'est un espace où chacun va pouvoir déposer ses préoccupations, ses difficultés. Là, en l'occurrence, moi, j'ai fait des sessions d'accueil de la crise avec certaines équipes. Ce qui ressort le plus, c'est le virus, l'angoisse que ça génère, le confinement et l'enfermement qui a été difficile, la notion le lien à l'inconnu et la notion de stress par rapport à cet inconnu. Et donc, cette notion finalement d'avant, de pendant et d'après. Donc, on échange là-dessus. Donc, je vous propose dans le chat de partager un petit peu, vous, quelle est votre expérience de cet accueil de la crise? Comment vous avez fait? Est-ce que vous l'avez fait avec votre équipe ou pas? Est-ce que vous l'avez fait avec un collègue? Est-ce que vous l'avez fait avec vous-même? Je vous laisse un petit moment pour partager comment vous accueillez la crise. Session avec mon équipe pendant le confinement pour échanger sur comment chacun vit cette crise. Comme un nouveau challenge, nous dit Elisabeth, solidarité, beaucoup de présence, d'écoute pour rassurer les équipes, les clients, et cela m'occasionne une grande fatigue maintenant. Ben oui, bien sûr. J'ai beaucoup de cadres dirigeants aujourd'hui qui sont en souffrance parce qu'ils se sentent épuisés. Ils ont énormément donné pendant le confinement et c'est vrai que beaucoup de présence. Le confinement a été géré. Le déconfinement est plus difficile. Session Zoom, de café. Je l'ai fait avec moi-même essentiellement en mettant par écrit tous mes acquis. Mise en place d'une cellule de crise chaque semaine pour faire le point sur la situation. Alors oui, merci pour ce point. C'est vrai que certaines entreprises ont mis en place des cellules de crise. Une cellule de crise, c'est quoi? C'est une équipe ponctuelle qui va à un moment donné réfléchir et organiser la crise.
Écouter les angoisses de l'équipe et des clients, y remédier par des actions rassurantes. J'ai accueilli la crise avec mes équipes, mais il a manqué un échange avec des pairs pour prendre du recul. Ouais, c'est vrai que c'est important le soutien entre pairs. On voit dans des entreprises des collectifs de managers qui vont énormément se soutenir, et puis dans d'autres entreprises, il y a beaucoup plus de silos et de difficultés finalement à se soutenir et à être en lien. On poursuit avec une note de positivité avec Frédéric Lenoir et cette proposition, cette invitation à accepter l'imprévisible. Accepter l'imprévisible, c'est s'ouvrir à des opportunités. Alors, c'est vrai que Frédéric Lenoir, qui lui travaille beaucoup sur l'optimisme, c'est une des cartes de l'optimisme. Accepter l'imprévisible pour finalement ouvrir son champ de vision, ouvrir sa capacité à être peut-être moins stressé et être un peu dans le lâcher prise. Alors Sénèque nous dit ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, ça, c'est intéressant de voir quelle est votre interprétation par rapport au contexte de cette citation. Allez, on y va. Dans le chat, vous pouvez partager. Voilà. Qu'est-ce qui résonne dans cette citation pour vous? Et où est-ce que ça peut vous amener en termes de questions, d'envie? Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Ah, ma phrase fétiche. Oser. Merci Corinne. Changer le moyen de travail. Changer les modes de travail. Difficile de vivre cette crise en dirigeant avec une solitude. Il faut oser. Le courage dans l'adversité. Ce qui est difficile, même quand on ose, dans une situation de crise, c'est la solitude et la fatigue du manager qui doit pourtant garder l'énergie pour son équipe. Ouais, merci Agnès. Alors, moi, j'ai envie de vous inviter à regarder cette phrase. Pascal, on appelle à se dépasser et sortir de ses zones de confort. Ouais. Ben, c'est vrai que Pascal, c'est ce que j'essaye de vous faire toucher du doigt. C'est que ce sera encore plus difficile si finalement vous n'osez pas quelque chose de nouveau. Chacun, on a finalement des croyances, des limitations qui vont se mettre en place. Et si on tente en fait de sortir de ça, d'oser quelque chose de nouveau, de regarder un peu d'en haut pour voir à quoi correspond notre vie et à quoi elle doit correspondre demain, on va petit à petit ouvrir ce champ-là. Et dans le management de crise, c'est vraiment crucial d'oser. D'oser, parce que moins on osera, plus ce sera difficile. Allez, on va faire une session là de coaching en fait. Hein. C'est un outil qu'on utilise en coaching. On va tenter de prendre de la hauteur pour apprivoiser et prendre le contrôle sur l'inconnu. Donc forcément, quand on fait un coaching, il y a une zone d'inconnu. On vient avec une situation où il y a forcément des choses qui sont de l'ordre de l'inconnu. Ben, on va essayer de renouer avec ça. Donc, je vous propose de monter dans un hélicoptère et d'imaginer à ce stade-là, dans cet hélicoptère, que vous vous regardez d'en haut. Donc, je suis dans un hélicoptère au-dessus de moi et je vais me regarder d'en haut et nous allons commencer cette session d'auto-coaching. Comme je vous l'ai dit, prenez une feuille avec un papier à côté de vous. Et donc, ma première demande va être que vous puissiez noter, que vous puissiez identifier une préoccupation professionnelle ou managériale.
vous identifiez une préoccupation professionnelle ou managériale dans le contexte de crise dans lequel nous sommes. Voilà, je vous laisse une petite minute. Et là, vous allez regarder cette situation d'en haut. Donc, vous restez bien dans l'hélicoptère, hein. Vous n'en descendez pas. Qu'est-ce que vous voyez de manière factuelle? Qu'est-ce que vous observez? Qui sont les acteurs? Quels sont les objectifs de chacun? Donc, regardez d'en haut, regardez ce que vous voyez, ce que vous pouvez noter par rapport à cette situation. Je vous laisse noter. Deuxième question. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça génère en vous, cette situation? Donc, je suis toujours dans l'hélicoptère et je regarde d'en haut. Qu'est-ce que ça génère en termes de ressenti? Qu'est-ce que vous ressentez? Je vous laisse noter ou y répondre dans votre tête. Idéalement, quand on fait cet exercice, c'est intéressant de regarder le ciel. Et c'est un exercice que vous pouvez reproduire à l'infini, le faire régulièrement. Troisième question, qu'est-ce que je ferais si j'avais une baguette magique? Qu'est-ce que je ferais si j'avais une baguette magique pour cette situation? Et dernière question, comment imaginez-vous le rétablissement de cette situation? Comment imaginez-vous le rétablissement de cette situation? Et là, écoutez vos intuitions. Qu'est-ce que vos intuitions vous disent? Qu'est-ce qu'elles vous partagent? Où est-ce qu'elles vous amènent? Ok. Donc ça, c'est un auto-coaching que vous pouvez utiliser, vous, personnellement, dès qu'il y a une situation complexe, pour prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. Je vous propose de mettre dans la zone conversationnelle, dans le chat, en 2-3 phrases, quelles sont vos attentes et vos besoins vis-à-vis de cette principale préoccupation? Quelles sont vos attentes et vos besoins vis-à-vis de cette principale préoccupation que vous venez de travailler? Allez, on y va. Je vous laisse une petite minute pour noter. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse partager en 2-3 phrases vos attentes et vos besoins par rapport à cette préoccupation. Trouver des partenaires, avoir une vision de l'avenir, créer des relations de partenariat sur le long terme, gestion de priorité de mon équipe, un appel à se dépasser et sortir de ses zones de confort, avoir des nouvelles commandes. Ouais, c'est bien ça. Vous prenez de la hauteur et vous identifiez quel est votre besoin. De quoi j'ai besoin? Plus de chiffre d'affaires, une issue au bout. Alors c'est vrai que souvent, c'est un exercice qu'on fait faire en démarrage de coaching pour vraiment mettre le point sur la préoccupation, sur la lourdeur et pouvoir travailler ça autour. Allez,
On passe à la section suivante sur comprendre et viser le changement. Le changement, c'est vrai que dans un management de crise, c'est primordial et finalement, il y a une expertise, hein, qui est l'accompagnement du changement, le le développement, une initiation dans le changement. Donc développer le changement, ça va être quelque chose qui va être, pas forcément, intuitif, c'est quelque chose qui s'apprend. Et là, on a besoin d'apprendre des processus de changement. Lorsqu'on parle de changement, on parle forcément de cette roue. Je vous ai parlé des étapes du deuil, de cette roue qui reprend les étapes du deuil. Et donc, vous voyez qu'on a une partie qui va être en énergie basse et une partie en énergie haute. Donc, forcément, dans cette crise, ben, on va connaître des périodes avec une énergie haute et des périodes avec une énergie basse. Et ça, c'est complètement normal. Ne vous culpabilisez pas, c'est complètement normal. On a dans cette roue forcément les 5 étapes du deuil dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, mais bien plus. Donc on a la phase de bilan et de deuil qui se tiennent. Ensuite la phase cocooning où c'est traverser ces nouvelles valeurs, c'est trouver, développer de nouvelles valeurs. On va avoir ensuite le renouvellement, se renouveler, débloquer. Ensuite, la réintégration, explorer, expérimenter. Puis le rêve, définir un rêve, s'imaginer qu'on rêve pour partir très loin, très loin. Lancement et enfin plateau, où là, ben, on va se stabiliser en mettant en place un projet, en réalisant un projet. Il y a une rupture à un endroit, un point de non-retour, où il va y avoir des notions de réactivité, de déclin, d'accrochage, de la colère, du doute. Et ça va nous coincer hein, dans notre contexte. Et il y a le tournant aussi, qui est un nouveau sens à la vie pour que la passion, la paix et la confiance s'intègrent. Donc c'est intéressant de voir cette roue du changement, qui est une roue qui est inspirée des travaux de Frédéric Hodgson et que je trouve particulièrement fin comme interprétation. Le changement, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Alors c'est là où dans la résilience c'est intéressant, c'est que les ressources sont à l'intérieur de nous. Parce que lorsqu'on a managé, on a forcément des ressources intérieures qui sont de conduire le changement. Avec de l'interface relationnelle, le rapport au travail qui va peut-être être modifié, la prise de décision qui peut être aussi modifiée, le rapport au savoir, le rapport au temps et les modes d'innovation. On a un outil qu'on aime beaucoup au cabinet, Bird, et qui est une approche que mon associé a ramenée des États-Unis, qui s'appelle ORSC, Organization, Relationship, Systems, Coaching. Et donc, c'est une méthode qui permet d'accompagner les organisations, les équipes en profondeur sur leurs enjeux, et grâce à la force du relationnel. Donc, on a des outils dont vous avez peut-être entendu parler, hein, le changement de mythe, les caps et le changement, la démocratie profonde. Ce sont des outils clés pour accompagner le changement. Et enfin, nous avons bien entendu un point particulier qui est de dire, si je veux amorcer du changement, il va falloir mettre en place des étapes. Nous, chez Bird Conseil, on en a sélectionné 3. Une première qui est un retour finalement d'expérience du confinement,
Retour sur le confinement. Comment ça s'est passé dans mon équipe? Comment ça s'est passé avec les personnes au-dessus, les personnes en dessous? Et là, au moins, on arrive à un stade où on peut avoir des échanges. Et deux, c'est prise de hauteur en contexte de crise. Et la trois, projection pour demain, pour construire. Et pour construire demain, on ne peut pas commencer à construire demain si on a commencé à faire, si on est passé à côté en fait des deux autres étapes. Alors quand on parle des boussoles, il y a une boussole que moi j'aime bien, c'est la boussole de finalement comment visualiser demain, activer sa résilience. Et là, je voulais vous partager ces quelques principes de la future organisation. Si on visualise la future organisation, ce que j'ai fait avec certains de mes collègues, ben on va voir des tendances qui vont nous dire ben, qu'est-ce qu'on doit injecter dans notre future organisation pour qu'elle fasse face à ce type de contexte. Donc, par exemple, vous avez construire à partir des idées des équipes et des clients, la main-d'œuvre connectée à distance et on va mixer de distance et présentiel. L'intrapreneurial, les contraintes sanitaires et économiques, bien entendu, l'éco-responsabilité éthique. Beaucoup de personnes font attention à l'éco-responsabilité. Et moi, je vois même en coaching, on nous demande régulièrement notre charte d'éthique. S'adapter à un changement plus rapide, l'innovation partout, parcourir le cloud, management systémique, structure plate et porteur de sens pour un monde meilleur, démocratiser l'apprentissage, passer du profit à la survie économique, fonctionne en écosystème. Bon, ça a été fait très vite et donc là, on va voir comment ça se passe pour développer une nouvelle organisation, des nouvelles tendances. Et là, dans cette nouvelle organisation, regardons un peu, si on doit visualiser, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur finalement les postures clés du futur manager, du dirigeant, et surtout ces postures clés, je les ai prises inspirées de Boris Cyrulnik. C'est un de mes pères qui intervient à HEC qui me l'a partagé. Boris Cyrulnik, le concept de résilience, 5 activateurs en termes de posture, la lucidité qui fait qu'un résilient ne se raconte pas d'histoire sur sa réalité, ce qui lui permettra d'être acteur des solutions sans tomber dans la victimisation. La capacité à demander de l'aide, qui permet d'éviter le repli sur soi et de s'appuyer sur des réseaux familiaux, amis, professionnels. La futurisation, qui en commençant à rêver à un avenir meilleur, va permettre à la personne, comme au collectif, de mieux supporter les difficultés. Et par exemple, quand on accompagne une équipe, en coaching d'équipe, c'est assez intéressant parce que justement, on va aller les faire rêver à leur future organisation, à leur futur mode de travail, de manière à se reconnecter à l'envie et reprendre du pouvoir sur sa vie. Le bricolage et l'optimisme qui vont être des facteurs clés. Alors, un autre point dans la résilience, vu qu'on a parlé de résilience, qui est intéressant de regarder, c'est un outil fabuleux pour ça, c'est le Gallup StrengthsFinder. Donc l'Institut Gallup, c'est un institut américain qui est très connu et qui permet d'éditer un inventaire de talents. Et donc, une fois que vous avez votre inventaire de talents d'édité, ben, ça vous permet de voir finalement où est votre force, où sont vos ressources et comment vous allez les utiliser pour relever un défi.
Je vous invite à nous consulter si ça vous intéresse d'avoir un inventaire de talents et de regarder comment votre résilience ou la résilience de votre équipe peut se décrypter. Mon associé, jeudi à 17h, dans tout ce programme de webinaire, a prévu justement de zoomer sur le sujet de la résilience et du Gallup StrengthsFinder. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre jeudi si vous avez envie d'en savoir plus sur ces dispositifs. Un petit zoom quand même sur le fait de prendre soin de soi. On ne peut pas être résilient si on ne prend pas soin de soi pour prendre soin de demain. Donc moi, je vous invite vraiment un peu comme l'exercice qu'on a fait en démarrage, d'identifier les problèmes, les difficultés et de les transformer en besoins. Je verbalise mon problème, je vérifie que j'ai bien la main sur mon problème et je transforme en besoin. Quel est mon besoin? Quelle est mon attente? Et ensuite, je vois comment petit à petit y répondre. On parle de management. Alors forcément, si on parle de management, il faut qu'on aille chercher un peu le comment s'adapter, comment développer une autre sorte de management. Alors là, on va faire un petit sondage. On va voir un peu, je vais vous proposer 3 questions pour voir un petit peu comment aujourd'hui, dans ce nouveau contexte, fonctionne votre équipe en termes de mode de travail. Je vais lancer un nouveau sondage en fermant le premier. C'est parti. Je vous propose d'y répondre. Comment fonctionne votre équipe dans ce contexte? Quels sont les enjeux à court terme, à moyen terme pour vous avec cette équipe? Et de quoi a-t-elle besoin pour les relever? De quoi votre équipe a besoin pour relever ces enjeux? Donc voilà, vous allez passer sur ces 3 questions, sur ce scénario de 3 questions. Je vous laisse y répondre. Et puis, nous allons partager dans quelques instants. Donc là, on a vu en fait qu'est-ce que c'était qu'une crise, qu'est-ce que c'était le management de crise, comment finalement, soi, en tant que personne, on peut activer des nouvelles postures, sa résilience et prendre soin de soi. Et là, on regarde de manière un peu plus précise l'équipe. Allez, dernière question. J'attends. J'ai encore quelques personnes qui n'ont pas traité les questions. Je ne donnerai pas de nom, bien entendu. Donc, allez-y. Mieux qu'espérer, garder de l'énergie, retrouver des rituels. Eh oui, remettre de l'ordre dans le désordre. Ça, en tant que manager et dirigeant, c'est important que vous soyez vigilant sur cette remise d'ordre. Remettre un cadre, remettre un fonctionnement, remettre des rituels. Et voilà, je partage les résultats de cette manière. Comme ça, vous pouvez visualiser les réponses clés. Donc, ce sont ces 3 questions que vous pouvez explorer avec votre équipe. Comment fonctionne votre équipe dans ce nouveau contexte? N'hésitez pas à leur demander comment fonctionne-t-on aujourd'hui dans ce nouveau contexte. Deuxième question, quels sont les enjeux à court et moyen terme? Troisième question, de quoi avez-vous besoin? De quoi avons-nous besoin
pour les relever. C'est rapide, autour d'un café un matin en 15 minutes, ça permet de remettre du focus. Comme je vous l'avais promis, nous allons, dans cette fin de session, regarder un peu un autodiagnostic, hein. Mais avant cela, je voulais juste zoomer sur le rôle du manager qui aujourd'hui est en train d'être modifié. On avait un manager leader qui était plutôt dans le chef d'orchestre et il passe aujourd'hui dans un rôle de navigateur, porteur de cap. Parce que navigateur en eau trouble, navigateur avec des tempêtes par moment, et il va devoir garder le cap et apporter à chaque personne dans l'équipe un soutien et une dynamique collective. Et vous pouvez regarder un petit peu comment peut-être vous appuyer sur les procédures de gestion de crise pour aider l'équipe. En procédure de gestion de crise, les cellules de crise ont souvent ce protocole, hein, où il y a 8 éléments à garantir. Se recentrer sur les valeurs de l'entreprise, faire preuve de transparence, être présent sur le terrain, être à l'écoute de son équipe, conserver le même niveau d'exigence, entretenir une attitude positive, garder son sang-froid, anticiper la crise pour mieux s'y préparer. Et donc là, je vous invite à regarder particulièrement ça, ces protocoles, et démarrer par une alliance d'équipe qui va vous permettre de souder l'équipe pour pouvoir aller vers ce protocole. Une alliance d'équipe, nous, on utilise souvent avec les équipes qu'on accompagne le modèle ORSC avec la DAP, l'alliance, la définition de l'alliance de partenariat, pour que chaque membre de l'équipe se sente partenaire, se sente face à ces enjeux partenaire de la résolution. Donc vous pouvez poser à votre équipe pour faire une alliance sur quel est l'espace que vous voulez créer, comment voulez-vous être dans les moments difficiles, qu'est-ce qui va faire que cette équipe va briller demain dans cette après-crise, et mettre en place la co-responsabilité par rapport à ça. Donc ça, c'est un élément, c'est un petit outil qui est intéressant pour vous. Pour conclure, on se prend 2 minutes pour l'autodiagnostic, hein, donc je vais vous le partager. La phrase de conclusion, pour moi, c'est gérer la crise, c'est prévoir l'imprévisible finalement, hein. C'est apprivoiser l'imprévisible et être à l'aise finalement avec ce qui peut être là dans l'instant, ce qui peut être dans l'inconnu, de manière à ce que l'équipe soit sereine et qu'elle puisse co-construire pour avancer. Une équipe, ça peut avancer, on est beaucoup plus fort, hein, 1 + 1 = 3, lorsqu'on est en collectif. Et là, je pense que cette crise sera gérée par certains collectifs parce qu'ils arriveront à coopérer, à s'écouter et à co-construire pour demain. Auto-coaching, regardez, je vous partage une grille de management en contexte de crise sur 10 indicateurs. Vous pouvez vous noter sur ces 10 indicateurs de 1 à 10. 1 étant le plus faible, 0 étant le plus faible, et 10 étant le plus fort. Donc, par exemple, sur le premier, initier un climat serein où les ressentis sont exprimés. Comment je vois ça par rapport à mon équipe? Est-ce que j'ai mis en place, j'ai initié ce climat serein? Est-ce que chacun peut exprimer ses ressentis? Est-ce qu'il y a un espace contenant pour ça? Et donc, je me note. Si je me note en dessous de 5, je me pose la question de comment je peux développer ça peut-être la semaine prochaine. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme action pour peut-être initier ça? Si je suis au-dessus de 5,
ben, je peux me dire finalement comment m'appuyer là-dessus pour aller plus loin. Donc, je vous laisse quelques minutes pour balayer un peu cette grille d'autodiagnostic et puis y répondre pour vous challenger peut-être sur certains points clés qui vont être cruciaux dans votre management en contexte de crise. Alors, en attendant, le temps que vous puissiez répondre, et si vous le souhaitez, nous pourrons vous envoyer cette grille, pardon, pour que vous ayez le temps de la compléter tranquillement et que ça puisse être aidant pour vous. Je vais ouvrir le forum des questions. Donc, nous allons ouvrir le forum des questions et donc je vous laisse poser votre question. Si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti. N'hésitez pas, posez votre question, sachant que bien entendu, vous avez nos coordonnées chez Birds, team@birdsconseil.com, team, team@birdsconseil.com, et vous pouvez nous faire un email avec une question si besoin. Donc, je laisse les questions se mettre en place, que chacun puisse poser sa question. Et je vais y répondre. C'est parti. J'ai des questions qui arrivent. Voilà. Comment détecter les signaux faibles à distance? Alors, merci Daniel pour cette question. C'est vrai que la visio aujourd'hui, on a travaillé beaucoup avec du matériel de visio. C'est beaucoup plus délicat de détecter les signaux faibles, si quelqu'un va mal, si quelqu'un est pas engagé. Et en même temps, moi j'ai vu dans certaines équipes, par exemple, des personnes qui se connectaient toujours en retard ou qui ne venaient pas à leur rendez-vous d'équipe. Et donc ça, par exemple, ce sont des actes qui sont des signaux faibles. Il y a des personnes où vous voyez sur le visage, même en visio, qu'elles sont pas en forme, que c'est compliqué. Mais on peut dire que avec le distanciel, c'est en effet beaucoup plus complexe. N'hésitez pas aussi à avoir au moins un échange tous les 15 jours. Donc ça, c'est vraiment ma recommandation. En one-one avec chaque membre de votre équipe. En one-one, donc en individuel. Le bon rythme, c'est 2 rendez-vous d'équipe par mois, 2 rendez-vous individuels par mois. Et les rendez-vous individuels, pas besoin d'y passer 2 heures. Vous faites juste 30 minutes, juste pour voir comment ça va, quel est globalement le rythme de la personne, comment elle avance sur ses objectifs. Voilà, ça peut être très court. S'il y a besoin d'un management de proximité, vous allez mettre des rendez-vous plus longs. Mais en tous les cas, il faut conserver le lien. Merci Daniel pour cette question. Allez, deuxième question. Est-ce qu'un manager peut montrer ses difficultés, doutes, faiblesses en période de crise à son équipe sans les inquiéter? Et comment formuler cela de façon adaptée? Alors merci Agnès, ça fait partie, j'aborderai d'ailleurs le sujet en juin, en webinaire, sur la solitude du dirigeant. Et les managers aussi rencontrent cette solitude par moment. C'est pas évident de pouvoir partager des moments de faiblesse ou de doute parce que ce n'est pas dans notre culture. Dans notre culture, on a appris que lorsqu'on était leader, il fallait toujours être fort et porter la force. Or, moi, je pense que lorsqu'on lâche un peu prise en tant que dirigeant, en disant à son équipe, voilà, là, je ne sais pas, je n'ai pas de vision claire de comment on peut avancer,
j'ai besoin de vous, j'ai besoin qu'on travaille ensemble pour trouver la vision, pour trouver la solution. On se rend compte que ça engage énormément les personnes parce que naturellement, l'être humain va se mettre en sauveur. Naturellement, l'être humain, il voit une situation difficile, quelqu'un en difficulté, il va se mettre en position de sauveur. Donc, appelez beaucoup plus votre équipe à la construction et à la mise en œuvre de cette construction, plutôt que vous commencez à construire et puis leur demander de poursuivre la construction. Donc, n'hésitez pas avec les bons mots. Voilà, je ne sais pas, je vois pas, j'ai des difficultés à prendre une décision là-dessus. Comment vous voyez les choses? Comment vous pouvez intervenir? Un manager, un dirigeant, je pense qu'il a vraiment réussi sa carrière le jour où il est capable de s'autodissoudre dans son équipe, où il est capable finalement de partir pendant 6 mois, un an, et l'équipe continue à fonctionner. Et ça, je pense que c'est beaucoup. D'ailleurs, j'ai accompagné des chefs d'entreprise où c'était vraiment beau, de belles histoires, parce qu'ils étaient en fin de carrière, ils revendaient leur entreprise à leur équipe, et finalement, ben, ils s'étaient autodissous, et l'équipe rachetait l'entreprise et continuait à faire perdurer. Ou dans les entreprises familiales aussi, j'ai eu une entreprise familiale où c'était le cas. Et donc ça, c'est vraiment la réussite. Donc n'hésitez pas à faire fonctionner votre équipe face au doute. Merci Agnès pour cette belle question. Donc, je ne vois pas d'autres questions. S'il y en a une petite qui arrive, n'hésitez pas. Et donc, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de cet autodiagnostic et n'hésitez pas à faire appel à notre soutien si vous avez besoin. Question de clôture. Avec quoi vous repartez de ce moment ensemble? Avec quoi vous repartez? Je vais lancer un petit sondage du coup. Pareil. J'espère que là, je le lance bien. C'est parti. Allez. Avec quoi repartez-vous de ce moment, de ce temps de webinaire sur ce sujet? Vous pouvez partager. Merci. On a encore quelques personnes qui n'ont pas encore répondu. Avec quoi repartez-vous? Vous mettez un petit mot. Avec quelle envie repartez-vous? Avec quel point qui a émergé? Comment ça résonne, ce qu'on vient de partager? Allez, dernier mot écrit. Je ferme et voilà, je partage les retours. Avec une méthodologie de diagnostic de l'état, d'équipe, et les questions à me poser pour réagir. Ah ben super Elisabeth, ça me fait plaisir. Maintenir l'exigence, même en période de crise. Ben oui, ouais. Mais tout en veillant à, à son écologie personnelle, à prendre soin de soi. En tous les cas, merci pour ces retours. Et donc, n'oubliez pas qu'il y a d'autres webinaires qui vont se poursuivre. Le dernier sera le 11 juin. Donc, encore merci à la maison Rive de Seine et puis toutes les mairies qui se sont associées, particulièrement la mairie de Levallois-Perret avec Estelle Pétry et Michael Lévy, qui ont vraiment mis beaucoup d'énergie pour développer ces programmes. Et vous voyez, les mardis, les jeudis, toutes les semaines, vous avez des sujets. N'hésitez pas à vous inscrire.
N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez besoin. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Nous sommes au 26 rue Carnot et disponibles, bien entendu, sur nos pages de réseaux sociaux en live. Merci Tanguy, merci Pascal, merci Corinne, merci Sylvie, merci Véronique, Céline, Agnès et tous les autres pour ce moment partagé. À très bientôt.